bienvenue. On va faire un débat sur le futur des marques. Alors moi, je m'appelle Bénédicte Tassard, je suis au service économie de RTL qui est partenaire de cette journée. Je m'occupe donc d'économie et plus particulièrement de tout ce qui est start-up et digital. Donc je suis super contente d'être avec vous. Le futur des marques, comment les entreprises intègrent le digital dans leur stratégie, quels sont vos projets? Comment une digital chief peut-elle faire bouger les lignes? Est-ce que vous n'êtes pas là que pour l'image de l'entreprise? Ça, on va en parler, je pense. Et puis, les marques, est-ce que c'est un créneau à exploiter pour arriver à établir enfin, grâce au digital, une parité dans l'entreprise? Donc, avec nous, 3 femmes pour en discuter, 3 femmes à des postes importants dans 3 grandes entreprises françaises. Juste à côté de moi, Lubomira Rocher, bonjour. Vous êtes donc la Chief Digital Officer de chez L'Oréal depuis 2 ans maintenant, je crois. 2 ans. Cécile Lager, vous êtes directrice marketing et digital à la Française des Jeux, à la FDJ, on va dire la FDJ souvent, donc Française des Jeux. Et Céline Bouvier, directrice marketing chez Coca-Cola France. Bonjour à toutes. Alors, on va regarder d'abord un petit peu ce qui marche en matière de digital dans votre entreprise. Lubomira Rocher, chez L'Oréal, est-ce qu'on parle maintenant couramment de beauté connectée, où il n'y a que vous et votre petit grand service, mais est-ce qu'on en parle couramment maintenant, la beauté connectée? Est-ce que c'est un terme courant? Ah bah oui, on en parlait même avant que j'arrive, pour tout vous dire. Non, moi je suis arrivée effectivement il y a 2 ans dans une entreprise qui avait compris depuis très longtemps, et notamment par le truchement de son PDG, que le digital allait non seulement être un truc sympa et sexy, mais qu'il allait profondément changer le operating model, le modèle de business en fait d'une entreprise comme L'Oréal. Donc L'Oréal, c'est une entreprise qui est composée de plein d'entreprises, puisque c'est 32 marques. Oui. Et la beauté connectée, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis 4-5 ans. Mais le PDG était convaincu, et oui, les autres aussi, c'est pas difficile, parce que c'est une entreprise donc voilà, assez ancienne, des marques assez anciennes, vous possédez des marques assez anciennes, c'est pas difficile de les convaincre? Honnêtement, à partir du moment où le PDG avait déclaré en 2010 ou en 2011, Jean-Paul avait déclaré la révolution numérique est en marche, nous devons la prendre et nous devons absolument l'intégrer au cœur de notre modèle d'affaires, le chemin est quand même extrêmement facilité. Donc pour nous, la beauté connectée, c'est essentiellement, nous au fond, on fait des produits de beauté dans les différentes catégories. Donc on est une société qui est très product-centrique. Donc pour nous, la beauté connectée, c'est 2 choses. C'est d'abord d'ajouter des services à ces produits. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire, notamment avec des applications comme Makeup Genius, que je vous encourage. Comment? Comme les Makeup Genius. Je vous encourage absolument tous à télécharger sur J'entends qu'il y en a qui ont déjà testé. Sur l'App Store, qui est en fait une application qui permet en temps réel d'essayer du maquillage avant de pouvoir l'acheter directement depuis l'application. C'est des choses comme Style My Hair, je crois, qui est en démonstration aujourd'hui. Oui. Ce sont des choses comme la personnalisation des fonds de teint, qui est en cours chez Lancôme. Ce sont des choses comme tout ce qui est réalité augmentée. Enfin, donc c'est d'abord et avant tout des services. Et la deuxième chose, c'est la personnalisation, en fait. La personnalisation de notre offre par rapport aux consommateurs. C'est-à-dire une personnalisation. Par exemple, moi, je suis cliente d'une de vos marques. Qu'est-ce que je peux trouver comme... c'est du conseil personnalisé directement? Du conseil personnalisé. Par le digital? C'est du conseil personnalisé. Aujourd'hui, on regarde beaucoup tout ce qui est Messenger, comme Messenger, WhatsApp, WeChat qu'on utilise énormément notamment en Chine et puis plus largement en Asie. On sent que là, on a vraiment la next frontière, enfin la prochaine frontière en fait de la personnalisation de la relation avec nos consommateurs, puisque c'est des applications avec lesquelles ils ont beaucoup l'habitude d'interagir et qui commencent aujourd'hui à accueillir des marques pour pouvoir vraiment créer cette relation super personnalisée. Ça, c'est évidemment un des enjeux majeurs pour nous. Et est-ce que ça marche avec toutes les générations de femmes? Alors ça marche évidemment très bien avec les plus jeunes. Les plus jeunes. Mais aujourd'hui, quand on regarde au fond les tutoriels, quand on regarde le CRM, enfin tous ces moyens de connexion avec nos CRM. Le CRM. Ça marche avec les tutoriels et avec le CRM, le messaging, les tutoriels, etc. Ça marche très très bien, même avec des femmes qui n'ont pas moins de 25 ans. Très bien. Alors, à la Française des Jeux, est-ce que Cécile Lager, le digital, est-ce que c'est d'abord, on se dit, peut-être d'abord connaître les clients qui jouent?
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le digital chez nous existe depuis assez longtemps en termes de canal de distribution. La vraie prise de conscience, finalement, a eu lieu l'année dernière sous l'impulsion de notre présidente, Stéphane Pallez. Oui, là, il y a une vraie accélération. Exactement, parce qu'en fait, on s'est vraiment repenché sur tout ce qui bougeait autour de nous, et je veux dire des choses d'une très très grande banalité, mais malgré tout qu'on vit tous. Avec cette révolution apportée par le numérique dans les usages de nos clients, on s'est dit, mais eux bougent, il faut que nous bougions. La principale difficulté pour nous étant que l'essentiel de notre business se déroule aujourd'hui dans nos 32 000 points de vente sous forme anonyme. Donc quand je vous dis ça, vous comprenez que notre premier challenge, ça va être en effet d'aller mieux connaître nos clients ou les connaître tout court pour ceux du point de vente. Aujourd'hui, nous avons 26 millions de clients. En réalité, nous en connaissons relativement bien un petit peu plus d'1 million qui jouent sur les canaux numériques. Donc on voit que c'est très faible. Donc c'est vrai que nous avons décidé du coup de mettre la connaissance des clients au cœur de la stratégie pour enrichir leur expérience, ce que vous faites toutes, je pense, et tous. Mais ça suppose quand même une vraie transformation. Et pour vous l'illustrer, comment on recueille le data, quoi. Alors exactement, la problématique de recueil de data en point de vente, un peu à l'image finalement de ce que l'on collecte sur le web, c'est au cœur de nos sujets. On va lancer d'ailleurs prochainement des tests dans quelques points de vente. Et au final, cette transformation numérique chez FDJ, on souhaiterait qu'elle se manifeste finalement sur l'ensemble de l'activité, parce que quand vous êtes aujourd'hui sur un chiffre d'affaires qui est porté à plus de 90% en point de vente, si vous voulez transformer et aborder le virage du numérique, il faut le faire partout, y compris dans les points de vente. Donc finalement, un de nos premiers enjeux, c'est de numériser nos jeux, nos services, comme l'évoquait aussi Lubomira, les points de vente. Je vais vous citer une illustration. On a lancé très récemment une application qui permet en fait aux joueurs de paris sportifs, ça parle peut-être moins au public de la salle aujourd'hui, de préparer ses paris en fait sur smartphone. L'application ne permet pas de jouer. En revanche, elle offre le service de connaître en temps réel les cotes, les compétitions, d'avoir les informations. Tout un tas de choses qui sont précieuses pour un parieur et qu'aujourd'hui il a beaucoup de mal à obtenir en point de vente. Ce service, il cartonne, il réalise déjà 10% de nos ventes sur les paris sportifs, et il cartonne parce qu'il facilite la vie du parieur, il lui rend un véritable service, il colle à ses usages avec le numérique et il sert également le détaillant. Donc ça, c'est une bonne illustration de ce qu'on aimerait faire dans le point de vente. Et de ce point de vue-là, pour nous, un indicateur de notre transformation numérique, ce ne sera pas la part de nos ventes dans les canaux numériques, ça, on s'en fiche un peu. Ce qui nous importera, c'est de voir quelle est la part de nos ventes en 2020 qu'on fera grâce à des services, des produits qui se seront transformés. C'est-à-dire le joueur qui rentre dans le bureau de tabac avec son smartphone, qui a les infos et qui joue en fonction des infos. Quand on aura réussi ça, notre objectif, c'est d'avoir 20% de nos mises numérisées à 2020. On pense qu'on aura franchi un vrai cap par rapport à aujourd'hui. Et là, on en a combien? Là, aujourd'hui, on serait à 4%. Donc la marge de progrès est assez importante. Oui, en 4 ans, ça va aller Donc vite. numérisation, innovation de rupture, bien sûr. Et là aussi, pour être peut-être plus concrète, on peut très bien animer la vie du point de vente, faire venir de nouveaux joueurs, par exemple des 18-25, avec une expérience de jeu qui se passera sur portable, mais qui démarrera, j'ai envie de dire, comme d'habitude au point de vente, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires sera bien acquis pour le détaillant. Ça, pour nous, c'est très très important parce que on doit faire cette transformation numérique avec nos détaillants. Et c'est vrai que par le passé, ils ont eu toujours une petite barrière en se disant mais si la FDJ développe les canaux numériques, ça va être au détriment de ses points de vente physiques. Donc ça, c'est essentiel. Et puis notre dernier axe stratégique, c'est du coup justement de moderniser les points de vente. Et là, on peut leur apporter des équipements. On vient d'installer par exemple un terminal qui est bourré de technologie, qui permet justement d'interagir avec les mobiles et du coup de répondre aux services ou aux jeux qu'on propose à nos joueurs. Ça, c'est l'investissement majeur de ces derniers mois. Absolument. Les nouvelles machines tout à fait, dans les c'est bureaux au cœur de notre actualité technologique et dans les points de vente. Tout à fait. Et on en profite à la Française des Jeux, les femmes, elles jouent plus que les hommes ou... Non, alors en fait, quand on a 26 millions de clients, franchement, on est très représentatif de la société. Ouais. Donc on a autant de femmes que d'hommes qui jouent. Donc ça, c'est pas vraiment un sujet. C'est pas nécessairement les mêmes types de jeux. On a forcément un petit peu moins de femmes sur les paris sportifs. Bien sûr, mais on en a un petit peu plus, par exemple, sur les tickets à gratter. Mais est-ce que le joueur est réticent à cette nouvelle stratégie omnicanale? Vous avez un petit peu de mal à les faire venir dans ces nouvelles stratégies ou pas? Les jeunes? En règle générale. Non, les jeunes, je pense que cette stratégie elle coule sous le sens parce qu'elle a pour vocation de coller davantage à l'évolution des usages. Donc finalement, c'est un peu une évidence. À nous de faire nos preuves pour être à la hauteur des attentes de nos clients finalement. Et l'objectif, c'est pour le chiffre d'affaires. Vous avez chiffré Alors on a tablé sur une progression de chiffre d'affaires qui n'est pas si en rupture par rapport à celle qu'on a connue ces dernières années. On a fait plus 5% de croissance par rapport à l'année dernière. Oui. Donc on est sur cet ordre de grandeur d'ici 2020. Mais ce qui va vraiment changer, c'est la constitution de ce chiffre d'affaires avec des innos de rupture digitale qui pèseront plus lourd,
10% à horizon 2020. Et puis, comme je l'évoquais au début, des mises numérisées, c'est-à-dire faites grâce à un service, un jeu numérique qui pèseront 20%. Ce sera ça la révolution. Et aussi sur le digital, il y a des nouveaux jeux qui sont directement sur les smartphones. Absolument, Hein? exactement. On a lancé toute une gamme de jeux, on les enrichit en permanence et on est en train d'entrer vraiment dans un cycle où la mise à jour de nos applications, enrichie de nouveaux jeux, va se faire beaucoup plus régulièrement que par le passé. Alors Céline Bouvier, chez Coca-Cola, est-ce que le virage digital, il est pris? Alors, je me dis que vraiment, on a commencé en fait dans le digital en 2002. Donc, je me dis que si on est encore dans le virage, on a sans doute complètement perdu le sens de l'orientation. Donc, si on reste sur l'analogie des voitures, je pense qu'il est préférable de parler de circuit de Formule 1. Parce que finalement, je trouve que travailler dans ce nouvel environnement, c'est notre quotidien, c'est notre nouveau quotidien. C'est effectivement accepter deux aspects importants. Un circuit automobile, c'est des évolutions et c'est aussi un rythme. Et depuis 2002, ce qui caractérise notre activité, c'est qu'on a démarré dans une logique d'expérimentation qui, aujourd'hui encore, reste un facteur clé de succès. Puisque quand on dit il y a du rythme, c'est qu'on est en fait dans un environnement qui évolue au quotidien. Excusez-moi, je vous interromps. Quand vous dites 2002, c'est Coca-Cola France ou c'est toute l'entreprise, la multinationale? C'est Coca-Cola France en fait, dès 2002. Et on a notamment commencé à travailler avec tous les partenaires importants qui font le monde du digital aujourd'hui. À l'époque, Facebook n'existait pas, c'est toujours intéressant de le rappeler. Mais on a été parmi les premiers à travailler avec eux dès leur arrivée en France il y a 10 ans. On a travaillé avec Microsoft à ce moment-là également. On travaillait avec Melty au moment de leur création. On travaillait avec Google parce que je pense que c'est un environnement dans lequel on ne peut pas réussir tout seul. Quand on est une grande marque, une grande entreprise, on a besoin de travailler en collaboration très étroite avec ses partenaires et dans une logique d'expérimentation. Le mieux étant l'ennemi du bien. Alors, par exemple, il faut y aller. Vous pouvez me donner un exemple? Alors, avant de vous donner un exemple, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, quand on parle de digital, c'est parfois un petit peu complexe et que je sais que dans la salle, on a un niveau d'expertise qui peut un peu varier. En réfléchissant à cette journée, je me suis dit finalement, pourquoi ne pas partager mon expérience personnelle? J'ai pris mes fonctions en tant que directrice marketing il y a 2 ans. Donc j'étais comme vous, baignée dans le digital et chez Coca-Cola depuis tellement longtemps que ça faisait partie de mon quotidien. Et pourtant, j'étais un peu confuse quant à notre agenda. Et en me disant, je reprends la direction de la France, quel cap pouvons-nous nous fixer? Et finalement, quels sont les vrais sujets du digital? En quoi ça change notre fonction? En quoi ça change notre métier? Et pour moi, c'est 3 choses très simples. C'est les insights, c'est une source formidable d'apprentissage des consommateurs et je vais y revenir. C'est-à-dire toutes les données? Alors c'est exactement ça, c'est toutes les données. Mais je préfère parler d'insights que de data, parce qu'on parle de data, de big data, de smart data, de data scientist. Mais finalement, tout ça, c'est de la donnée brute. En tant que marketeur, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher ce dont on a besoin et de faire quelque chose de cette donnée. C'est le traitement. Donc c'est exactement ça, c'est l'insight. Et donc typiquement, un exemple dans ce registre, on a créé il y a 3 ans ce qu'on appelle une Data Management Platform, DMP, qui consiste en fait à poser des cookies, donc ce que vous voyez tous quand vous naviguez sur Internet, pour appréhender là où nos consommateurs trouvent un intérêt. Donc leur navigation et ce qui les intéresse, ce qui nous permet, pour quelqu'un qu'on va voir réagir, interagir sur une thématique comme celle du football, eh bien, dès lors qu'on va créer du contenu dans ce domaine, c'est de pouvoir le rediriger en priorité sur lui. Donc c'est vraiment une logique d'aller chercher de l'information pour mieux interagir avec le consommateur. Donc ce domaine de l'insight, on en est au démarrage. On a un formidable réservoir d'informations. Le deuxième domaine, c'est qu'en fait le digital n'est rien d'autre qu'un média. Mais c'est un média qui a des spécificités tout à fait propres, des propriétés qu'il faut bien appréhender pour l'utiliser pleinement. Les médias, ce sont les réseaux sociaux? Alors, ça va beaucoup plus loin que ça, et il y a 2 dimensions. Il y a la première dimension, c'est un média qui est dynamique, c'est interactif. Quand on utilisait la radio, la télévision, notre métier était simple, on envoyait du contenu, vous pouvez encore l'utiliser, l'impression. Et on continue. Bien, et c'est un point indispensable parce que le digital ne nous permet pas aujourd'hui de toucher le plus grand nombre dans les proportions dont on a besoin. Donc c'est la complémentarité qui fait l'efficacité de notre travail.
Donc c'est l'interactivité, ça veut dire que le consommateur a la possibilité d'interagir avec nous en permanence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on doit lui donner cette possibilité, on doit respecter sa parole et même la solliciter. Donc, ça, c'est tout le rôle, excusez-moi, vous en avez toutes des community managers Exactement. Hein? Et donc, on a en interne un centre d'interaction consommateur avec des community managers dans nos murs qui répondent en temps réel à nos consommateurs sur l'ensemble des sujets qui les intéressent. Et puis nous, quand on crée des dispositifs marketing, on s'assure que nos consommateurs peuvent participer. On vient de lancer une campagne, Savoure l'instant, où on a en fait créé des mini-gifs qu'ils peuvent personnaliser avec leur propre message. Donc il y a cette logique de dynamique du média. D'accord. Et puis ensuite, il y a un autre paramètre qui est le fait que ce n'est pas un média, c'est une galaxie de médias. C'est un ensemble de planètes. Oui. Delphine Ernotte en a parlé. Ça nous impose en tant que marketeurs d'opérer en appréhendant la spécificité de chacune des planètes, d'adapter le format. Sur Twitter, on dit quelques mots, une photo. Et à l'inverse, on a des plateformes dans lesquelles on crée du contenu et on va en profondeur. C'est le cas des plateformes, par exemple, sur les centres d'intérêt. On a une plateforme qui s'appelle Happiness Football Club, où là, on va traiter du football de manière holistique. Entre vous, les paris sportifs et le football, je pense que, heureusement que vous êtes là, Lubomira Rocher, pour parler un peu de beauté. Alors, on parle beaucoup de stéréotypes dans la salle, donc je pense que là, il faut s'arrêter tout de suite, sinon sur Twitter, ça va être la rébellion. Alors, allez-y, continuez. Avec ça, je ne peux absolument pas continuer. Et du coup, ce qui est intéressant dans cette galaxie de médias, c'est qu'en fait, il faut qu'on adapte notre contenu à l'environnement dont on parlait. Et ce qui va faire l'efficacité, finalement, c'est la somme de ces prises de parole qui fait la quantité, la participation, l'interactivité étant la qualité. Et donc notre enjeu, c'est de nous assurer qu'on a du contenu de qualité interactif, mais qu'on est présent dans suffisamment d'endroits différents pour pouvoir toucher l'ensemble de nos consommateurs. Mais là aussi, vous mettez des objectifs chiffrés ou pas? De retour ou pas? Vous regardez, alors, comment vous regardez si c'est une réussite ou pas? Alors, on regarde en fait deux types d'indicateurs. Sur la qualité, c'est ce qu'on appelle le taux d'engagement. Oui. Donc en fait, on mesure le nombre de consommateurs sur 100 qui réagissent à nos messages. Et donc, on suit au fur et à mesure cette progression. Et puis, la quantité, c'est en fait des nombres de contacts. Donc, il y a tout un tas d'outils qui nous permettent d'évaluer notre capacité à toucher le plus grand nombre. Et le résultat ultime, c'est l'attachement des consommateurs à nos marques, qu'on mesure là aussi de manière tout à fait classique. Et puis après, j'imagine qu'il y a aussi... maintenant, il faut vendre après tout ça. Alors, c'est le troisième levier. Il y a vendre. Cécile en a beaucoup parlé. Effectivement, le digital, c'est mieux connaître le consommateur, les insights. C'est un média, donc réinventer la façon dont on interagit avec lui. Et en plus, c'est un formidable outil pour vendre. Donc dans ce domaine-là, on a en fait soit des possibilités de vendre en direct. Donc on a mis en place des expérimentations du type quand on avait des bouteilles personnalisées, on les proposait directement aux consommateurs. Et puis bien évidemment, on travaille de manière très étroite avec les clients qui, eux, sont des pure players, des vendeurs en ligne ou qui combinent leurs activités. Pour les aider à vendre nos produits en ligne. Et là aussi, on doit réinventer complètement notre façon de faire, parce que quand depuis 130 ans, on est habitué à vendre dans des points de vente physiques, à utiliser des codes... Restez avec nous. Excusez-moi. Et ben, il faut complètement réapprendre le métier. Et du coup, ce qui me paraît essentiel pour réussir en tant qu'équipe marketing, c'est vraiment, et d'organisation en général, c'est la capacité à bien s'entourer, à travailler avec des partenaires, je l'évoquais au départ, et également la nécessité de décloisonner. Le digital ne peut pas être l'affaire de spécialistes. Il n'y a pas un métier dans l'entreprise, et encore moins dans les équipes marketing, qui peut se passer du digital, c'est vraiment au premier plan. Alors, on va parler, merci. On va parler plus particulièrement, profitez que vous êtes là toutes les trois pour parler de la place de la femme digitale dans l'entreprise. Est-ce qu'à la Française des Jeux, vous travaillez avec des femmes? L'équipe digitale, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Alors, dans mon équipe, effectivement, finalement, j'ai la chance d'avoir des équipes marketing et digitales. On va dire que nativement, c'est des populations dans lesquelles les femmes sont plutôt très très bien représentées. Donc, dans mon équipe, j'ai pas de souci, même si les collaboratrices FDJ qui sont dans la salle pourraient m'objecter que dans mes proches collaborateurs, j'ai plus de messieurs que de femmes. Donc, c'est un point à travailler. Après, non, plus sérieusement, à la FDJ, en fait, on a décidé avec le COMEX de se pencher sur le sujet parce qu'en fait, notre sujet, il n'est pas tant les femmes dans l'entreprise,
l'entreprise que les femmes managers dans Voilà. l'entreprise. Est-ce que le digital permet une féminisation du management? Alors, il devrait le permettre, mais en réalité, il n'y a pas que chez nous que le sujet se pose. Bien sûr, oui. Un peu comme dans toutes les entreprises, je pense. Là où il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a un peu moins de femmes, malheureusement. Et typiquement, nous, notre ambition, c'est qu'à 2020, on ait autant de femmes managers que de femmes dans l'entreprise. La proportion, c'est pas tout à fait 50%. Et je vous dois faites dire comment alors pour y réussir? Vous créez des réseaux de femmes? En fait, il y a des initiatives de réseaux de femmes, il y a des initiatives de formation. Et puis, j'ai envie de dire, il y a une prise de conscience aussi du sujet au niveau du COMEX. C'est tout bête, mais le fait que chacun des managers se dise, tiens, comment je fais moi dans ma direction pour tendre vers cet objectif, tout d'un coup, on a posé le problème et ça va permettre d'y réfléchir pour trouver des solutions. Et le télétravail aussi, est-ce que Alors, ça c'est un... Ça, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est à la fois d'une grande banalité, mais moi, je dois dire qu'à titre personnel, je trouve que c'est un formidable atout. Moi, j'ai 4 enfants, j'ai à cœur d'équilibrer ma vie pro, ma vie perso. Si j'avais pas tous ces outils numériques qui m'apportent la souplesse dans mon travail, j'aurais beaucoup de mal à le faire. Donc, c'est bateau, c'est banal, mais malheureusement, c'est vrai. Donc, moi, je trouve que de ce point de vue, c'est plutôt un atout pour les femmes. Et après, sinon, pour être peut-être plus précise sur qu'est-ce que fait FDJ pour essayer de promouvoir le sujet, notre présidente Stéphane Palaise a signé une pétition qui s'appelle ActWise et qui a pour objectif en fait de favoriser l'entrée dans des études techniques ou scientifiques des jeunes femmes. Et là, c'est vrai que vous connaissez forcément les chiffres, mais pour celles d'entre nous qui sont ingénieurs, il y avait peu de filles en prépa il y a 30 ans. C'est toujours le cas. Moi, ma fille y est, il y en a toujours aussi peu. Et c'est un vrai sujet de faire que ces jeunes filles qui sont bonnes en maths en terminale, elles enchaînent sur des études scientifiques, peut-être qu'elles n'osent pas le faire. Et puis, une autre initiative que l'on a prise, c'est que nous sommes partenaires de Paris Pionnière. Nous sommes aussi partenaires du Tremplin, qui est un incubateur de start-up dans le sport. Et ces deux organisations ont décidé, avec notre aide également, de mettre en place un appel à projet qui s'appelle les Sprinteuses. Peut-être ça intéressera certaines personnes dans la salle. L'idée, c'est de faire remonter des projets de start-up portés par des femmes dans le domaine du sport. Décidément, on revient au sport. Lubomira Rocher, est-ce qu'une femme bien installée dans le digital, formée, a plus de chances de réussir, a plus de chances de gravir et d'arriver au management? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de la formation chez vous, chez L'Oréal? Ah oui, alors chez nous, il y a beaucoup de formation. Alors nous, L'Oréal, on a un peu le problème inverse. Nous, notre problème de fond, c'est plutôt de masculiniser notre environnement. C'est vrai. Ce à quoi je participe, et je tiens à le dire assez directement. C'est pour les hommes dans la salle? Oui, oui. Donc nous, effectivement, on a plutôt le problème inverse, mais c'est vrai qu'au niveau de L'Oréal, la politique de féminisation, elle est super avancée. On est à parité complète sur tous les comités de direction dans le groupe, que ce soit, alors au COMEX, on est plutôt aux alentours de 35%, mais toutes les dernières nominations ont été en fait des femmes qui ont été nommées au niveau du COMEX. Jean-Paul Agon est extrêmement sensible à ces questions-là. On a une énorme politique de diversité aussi dans l'entreprise qui vise à promouvoir la place des femmes. Dans mon équipe directe à moi, il y a plus d'hommes que de femmes, parce que j'ai promis de contribuer à l'objectif de masculiniser l'environnement, mais dans les équipes digitales au sens large, le digital peut faire arriver des femmes, des hommes chez vous. On est vraiment à 50-50, et aujourd'hui, ça va vraiment dépendre des spécialités. Moi, mon point, c'est il y a beaucoup de femmes dans le digital. Moi, j'aimerais qu'il y ait encore plus de femmes dans la data. J'aimerais qu'il y ait encore plus de femmes dans le développement. En fait, on a encore des poches qui restent super masculines. De résistance. De résistance, j'en sais rien, mais en tout cas, qui restent super masculines dans leur population. Et la data, c'est méga sexy, de mon point de vue. Je pense que c'est dans le digital une des choses les plus sexy à faire, tout ce qui est precision advertising. Il faut encore nous évoquez, convaincre. Mais c'est méga sexy parce qu'aujourd'hui, le marketing n'est plus que créatif ou que chiffré, en fait. Aujourd'hui, on parle de data-driven marketing parce que le marketing de demain, il est drivé par les data. Si on n'est pas capable de comprendre... C'est transversal, quoi. C'est au-delà du transversal. C'est surtout que ça mélange vraiment des compétences créatives et des compétences data. Donc moi, mon appel pour les filles, c'est plutôt d'aller choisir, pas que faire du marketing digital, mais aussi d'aller faire du code, d'aller coder, d'aller développer, moi, je me suis mise au Python, c'est canon le Python. D'aller développer et d'aller vraiment embrasser ces carrières autour de la donnée parce qu'elles sont extrêmement enrichissantes. Céline Bouvier, est-ce que le digital a redistribué les cartes de la parité au sein de votre entreprise? Alors, je partage en fait l'ambition. On a la chance d'avoir
un patron mondial qui s'est engagé. 2020, c'est 50% de femmes à tous les niveaux dans l'entreprise. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en très bonne voie de l'atteindre. On est à 40% sur tous les postes de direction au niveau européen. On est à la parité en France. Et oui, le digital définitivement contribue à cela. Je pense que la première raison, c'est la flexibilité à titre personnel, mais aussi parce qu'on peut occuper des fonctions internationales sans bouger, sans déménager. Oui, pour et ça, c'est un l'organisation énorme du temps. avantage et on le doit au digital. Donc, à partir du moment où on décide de s'attribuer tous les atouts du digital, tout est possible pour les femmes. Les femmes, le principe même, c'est qu'on veut renoncer à rien et le digital nous permet de tout avoir. Donc, c'est un formidable accélérateur. La deuxième raison, c'est que c'est beaucoup de nouveaux métiers. Oui. Donc, ils ne subissent pas le poids de l'historique en matière de genre. Donc là encore, c'est juste à nous de nous l'approprier. Oui. Tous les métiers qu'on évoquait, community manager par exemple, c'est des métiers qui sont relativement récents et qui sont chez nous très féminins. Et tous les métiers qu'on évoque sur effectivement le management de la data ou des insights, c'est des métiers sur lesquels il n'y a pas d'historique de genre. Donc tout est permis et il ne tient qu'à ceux qui ont envie de s'en emparer de le faire pour réussir à aller plus loin. Le télétravail aussi est expérimenté chez Coca-Cola ? Alors, il n'est même plus au stade de l'expérimentation. C'est une réalité au quotidien. Les équipes travaillent quand elles le souhaitent de chez elles. Et je pense que ça fait tellement partie de notre quotidien que c'est plus un sujet. En fait, l'endroit d'où on travaille, ce qui est important, c'est qu'on ait cette flexibilité et qu'on atteigne les objectifs qu'on s'est collectivement fixés. Et les réseaux ? Vous créez des réseaux de femmes, vous essayez d'aller chercher les filles. Si vous me lancez sur ce sujet-là, vous savez que je serai intarissable, oui. Je vais vous couper. Oui, en fait, c'est un sujet qui me passionne. J'ai créé le réseau chez Coca-Cola. On a un réseau de femmes qu'on a créé en fait en 2010, qui a pour objectif de donner aux femmes le moyen d'atteindre leurs ambitions, très simplement, en organisant des forums dans lesquels, sur la base de leurs besoins, qu'on détecte... Mais les femmes, les employés de Coca-Cola ? Les employés de Coca-Cola, absolument. Et on leur donne donc les moyens, dans tous les domaines du développement personnel, en passant par des sujets un peu plus techniques, avec des sessions dédiées à une thématique, de se développer et de partager... leurs enjeux, leurs difficultés pour grandir. Donc ça a donné en fait, ça a décomplexé sur les ambitions, qui était une étape importante. Et puis ensuite, ça a donné des moyens à des femmes qui ne les avaient pas forcément, de se développer plus vite et d'arriver au score que j'évoquais de parité pour tous les postes de direction en France à 50%, et puis au niveau européen à 40%. Donc et ça à tous les niveaux. Ça, à tous les niveaux. C'est ça qui est important. Je ne parle pas seulement du top management. Absolument. Et je rejoins aussi ce qui était évoqué sur la parité. La parité, c'est l'égalité. Ça veut dire qu'à l'inverse, il ne faut surtout pas tomber dans l'extrême inverse, qui serait de ne plus respecter cet équilibre. Ce qui fait la richesse, c'est l'équilibre, ce n'est pas la féminisation absolue. Donc l'objectif, c'est qu'on ait une égalité des chances et pour celles qui le souhaitent, une égalité des résultats. Mais ensuite, c'est important qu'on continue à tirer la richesse d'une vraie diversité. Eh bien, merci à toutes les trois et puis bonne fin de journée. Merci à vous tous.